Moi qui n'avais pas envie de me déplacer sur cette affaire parce qu'il était tard et je devais rentrer chez moi et tout ça. Là, quand je suis rentré, je peux vous dire que j'avais été remis à ma place et puis voilà. C'est des scènes de massacre en fait, hein. C'est des scènes de massacre. On se demande comment jusqu'où la noirceur humaine peut aller en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je rencontre Gilles Rex, qui est l'auteur du livre Parmi les morts. Il revient sur plusieurs de ses travaux en tant que technicien de scène de crime. Bonjour Gilles. Bonjour Nisrine. Vous allez bien? Merci, ça va et vous? Ça va, merci. Pour commencer l'interview, je voudrais que vous vous présentiez. Donc vous donnez votre nom, votre prénom, votre métier. Alors, je m'appelle Gilles Rex, j'ai 62 ans, je suis retraité de la police nationale et pendant une trentaine d'années, j'ai travaillé déjà en service général dans un commissariat de la banlieue parisienne. Et puis ensuite, j'ai intégré la police technique et scientifique dans les années 90. Okay. Je suis devenu technicien de scène de crime et j'ai participé à différentes affaires que tout le monde connaît. Ok. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre métier et expliquer vraiment en quoi il consiste, vraiment donner une définition plus précise? Alors, le métier de technicien de scène de crime, on dit maintenant gestionnaire de scène d'infraction. Donc, c'est se rendre sur des scènes relativement importantes, mais on n'y est pas tout seul, hein. C'est-à-dire qu'on arrive en groupe. Et la gestion de scène de crime, c'est faire les constatations avec le service enquêteur, c'est-à-dire que la police technique et scientifique n'est jamais seule sur les lieux, elle est toujours accompagnée d'un service qui est saisi de l'enquête, qui va faire l'enquête. La brigade criminelle, généralement, pour des scènes de crime, et ça peut être la BRB pour des vols importants, des cambriolages importants, ou alors la brigade des mineurs, pour tout ce qui concerne les mineurs, ou la brigade des stupéfiants, etc. Donc, nous, on les accompagne. Souvent, c'est une équipe de 3 personnes qui se déplacent, un photographe, un dessinateur qui va faire le plan, et puis quelqu'un, comme moi, c'était ma spécialité, on va rechercher les empreintes digitales sur les lieux, hein, et puis faire des prélèvements biologiques aussi, quoi. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de victimes de quoi que ce soit pour que vous intervenez. Non. Il peut y avoir une victime sur les lieux, ou alors pas de victime du tout, hein, okay. C'est déjà arrivé, bien sûr. Et comment l'êtes-vous devenu? Alors, bon, moi j'ai commencé une carrière dans la police classique, c'est-à-dire je suis entré dans la police dans les années 1980. J'étais gardien de la paix, tout d'abord. J'ai été affecté dans un commissariat de la banlieue parisienne, à Saint-Cloud, dans le 92, les Hauts-de-Seine. Et puis je suis resté 3 ans environ en service général, c'est-à-dire que comme j'étais gardien de la paix, j'avais une tenue. Donc je sortais en police secours, sur les sorties d'école, les accidents de la route, voilà, sur les affaires du quotidien. Et puis après, j'ai été détaché avec l'équipe des inspecteurs. À l'époque, on appelait les inspecteurs ceux qui faisaient les enquêtes. Donc vous les accompagnez? Moi, j'étais avec eux. Oui, j'étais inclus dans leur groupe. Alors, je faisais les enquêtes comme eux, les auditions. Je les accompagnais, j'étais avec eux. On faisait les perquisitions, les interpellations quand il fallait, etc. Et donc, dans ce commissariat, j'y suis resté une dizaine d'années. Et en 1994, j'ai intégré la police technique et scientifique. Parce qu'à cette époque-là, ce service-là se développait, il y avait beaucoup plus de moyens financiers qui étaient attribués, les budgets étaient plus importants. Et puis il y avait aussi toute l'informatique qui arrivait dans les commissariats et dans les services et en police technique et scientifique. Le fichier des empreintes se développait et donc voilà, ça permettait d'ouvrir ces postes. Et pourquoi vous avez choisi d'entrer dans cette spécialité? Alors moi, ça m'a toujours intéressé. Au début, jusque dans les années 90, les gardiens de la paix ne pouvaient pas rentrer dans ces spécialités-là. Elles étaient plutôt dévolues aux inspecteurs de police ou alors aux enquêteurs de police. C'était des grades de la police nationale à l'époque. Mais les gens en tenue, quoi, comme moi, n'y avaient pas accès. Et dans les années 90, on va ouvrir tous les postes d'investigation, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des enquêtes judiciaires, on va l'ouvrir au corps en tenue des gardiens de la paix aussi. Donc les gardiens de la paix vont pouvoir devenir officiers de police judiciaire et vont pouvoir travailler dans des services d'enquête.
Donc, et la police technique et scientifique s'ouvre également. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer ce service-là, quoi. Donc en fait, vous allez suivre une formation. Alors, ce sont des formations en interne à l'époque, hein, d'ailleurs toujours aujourd'hui, Ok. mais à l'époque, ce sont des formations en interne. Donc, on intègre ce service, on fait une demande, il faut attendre qu'il y ait des postes, on fait la demande, on a un entretien, etc. On est pris ou on n'est pas pris. Et quand on est pris, comme je l'ai été, donc on va être envoyé pour subir des formations au siège de la police technique et scientifique. Aujourd'hui, c'est à Lyon, c'est à Écully, dans la banlieue ouest de Lyon. Et là, tous les gens qui intègrent la police technique et scientifique aujourd'hui, donc commencent leur formation en suivant des stages en interne. Et ça dure combien de temps? Alors ça dépend. Moi, quand je suis entré, c'est différent parce que quand je suis entré, moi, dans les années 90, on faisait un stage de 3 mois. C'était à l'école des inspecteurs de police qui était à Cannes-Écluse. Et donc, on était comme dans un internat. Et pendant 3 mois, de manière intensive, on faisait toute la formation. Et cette formation consistait à être formé dans la technique photo. Le développement, à l'époque, on faisait encore des photos sur des films, voilà. Et donc, on développait nos films à l'ancienne, on faisait nos tirages photos papier dans des machines, voilà, quoi, développement, fixation, rinçage des photos. On dessinait, on apprenait à faire des prélèvements biologiques. Donc là, on avait un package. Quand on sortait de cette formation-là, on avait une formation presque globale de cette technicité. Aujourd'hui, quand les gens entrent en police technique et scientifique, surtout dans le service auquel j'ai appartenu pendant les 20 dernières années, au service régional de police technique de Paris, il y a plusieurs sections, plusieurs métiers différents. Et en fait, quand les gens entrent, ils ont une petite formation quand même globale au début, mais après, ils sont formés spécifiquement par rapport aux tâches qu'ils vont accomplir dans les différentes sections où ils vont Alors être, que quoi. vous, à votre époque, c'était un peu plus C'était général. C'était général et on avait accès à tout. Maintenant, non, c'est plus spécialisé. Mais maintenant, il n'y a plus de recrutement concernant les policiers, ce qu'on appelle les policiers actifs, ceux qui sont armés, qu'on voit dans la rue et qui participent comme ça aux enquêtes. Aujourd'hui, les personnels qui intègrent la police technique et scientifique ont plus des profils scientifiques à la base, des formations physique, chimie, biologie, et donc ils passent les concours de techniciens de police technique et scientifique, ou alors ingénieurs, voilà. Mais il y aura de moins en moins de gens, de policiers armés, alors qu'il y aura de plus en plus des personnels comme ça qui seront pris sur concours ayant des compétences spécifiques. Tout à l'heure, vous me disiez que vous avez exercé votre métier pendant 30 ans. Oui, en tout c'est même plus que ça. Hein, c'était 36 ans, je crois, ou 37 ans. Donc voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, on va dire ça, votre première fois? La première fois, comment? La première fois que vous exercez en tant que technicien de scène de crime. La première fois que j'exerce en tant que technicien de scène de crime, donc on est encore sur le 92. Je n'ai pas encore intégré les services de Paris. Et je suis formé en 1998, si ma mémoire est bonne, technicien de scène de crime. Et sur le 92, on est dans un service où on n'a pas vraiment accès aux scènes de crime, en fait. Parce que comme c'est un petit service, je suis dans un petit service, c'est un service local de police technique, on est formé, malgré tout, quand il y a un crime, on appelle les spécialistes parisiens, ceux du 36. Nous, on s'occupe plutôt que des petites affaires, entre guillemets, des petits cambriolages, des petits braquages, des choses comme ça. Donc votre première fois, c'est du vol? La première fois, voilà, c'est ça, c'est du cambriolage, du vol, des choses comme ça. Donc on gère ces affaires-là. Et après, les premières scènes de crime vont se passer à Paris, quand je vais intégrer l'identité judiciaire parisienne, au 36, quai des Orfèvres. Donc là, effectivement, je vais commencer à sortir en faisant partie de la permanence judiciaire de ce service, donc avec la brigade criminelle ou les grandes autres brigades qui seront saisies. Ok.
Tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez 3 dans une équipe de police Ouais. scientifique et vous avez chacun vos rôles. Oui, C'est ça? c'est Donc c'est ça. comme ça que ça fonctionne? Oui, On vous appelle, vous travaillez avec les policiers et oui, vous avez chacun votre rôle? oui, Ok. Dans votre livre, vous revenez sur l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. oui. Comment vous réagissez? Parce que en France, il n'y a pas eu vraiment de gros attentats. Comment vous réagissez quand vous apprenez Alors, il y avait eu des attentats avant nous, mais nous, on ne les avait pas connus, quoi. C'était les derniers attentats importants avant cette période de 2015, c'était 1995, en fait. Hein. C'était le RER, Saint-Michel, etc. Mais nous, on n'y était pas, on n'y avait pas travaillé. Et là, et malgré tout, donc les attentats de 95 ont engendré des formations qu'on avait mises au point. Hein. Quand on arrive à 2015, là, pour ces attentats dont vous parlez, il y a déjà 10 ans qu'on se forme, hein, qu'on a des entraînements avec les différentes brigades parisiennes. Au niveau de la préfecture, il y a des protocoles qui sont mis en place et les services d'enquête, la brigade criminelle et l'identité judiciaire forment des collègues comme ça à pouvoir intervenir sur des choses compliquées comme ces gestions de scènes d'attentat. Donc quand ça se passe, vous êtes déjà formé? Alors, quand ça se passe, on a une base de formation et un protocole en tête. Et heureusement, j'allais dire, parce que si vous tombez du jour au lendemain sur des affaires comme ça que vous n'avez jamais anticipées, jamais vues, là, ça va être très compliqué. Donc, nous, quand on arrive, on a un protocole de base qui est établi. On sait que, d'abord, c'est le chaos. Premièrement, on laisse la place au service des secours, hein, les médecins, les infirmiers, les pompiers, ceux qui vont essayer de sauver les vivants, bien sûr, de porter secours aux blessés. Et ensuite, nous, quand on arrive, eh bien, il reste que les personnes décédées, quoi. Quand il y a un chaos comme ça et des scènes immenses dans plusieurs lieux, plusieurs scènes de crime dans plusieurs endroits et tout, il faut qu'on ait un protocole en tête, comme je vous disais. Donc, on va sectoriser les lieux, on va faire des carrés, on va faire différentes zones sur lesquelles on va mettre différentes équipes et avec des coordinateurs pour superviser tout ça, pour que dans chaque lieu remontent les informations importantes, qu'on puisse gérer ça de manière un peu pyramidale, hein, et pour que ce soit plus facile et plus simple pour tout le monde. Mais vous, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, d'un point de vue personnel, quand on arrive là, c'est un chaos, c'est une scène de massacre, hein, Charlie Hebdo. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Moi, je n'ai jamais vu autant de corps réunis dans un lieu aussi petit. Et il y a du sang partout, évidemment. Ces gens qui sont là, qui sont très très connus médiatiquement, moi je ne les reconnais pas. Donc il n'y en a qu'un que j'arrive à reconnaître, c'est Bernard Maris, le journaliste économique. Et parce que je suis fan, je le regarde souvent à la télévision quand il passe, voilà. Mais voilà, c'est tout. Donc on est vraiment abattu, on prend un coup immédiatement. Psychologiquement, c'est très difficile. Et là, il faut qu'on rentre pourtant dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même faire quelque chose d'utile et avancer et gérer ça. Et là, on va essayer de reprendre un filtre, hein, pour essayer de se mettre à distance de ce qui est autour de nous, de manière à pouvoir quand même travailler, parce qu'on a quelque chose à faire et à rendre au bout du compte. Et là, on revient dans notre rôle de technicien de scène de crime ou de coordinateur, comme je l'étais pour cette période-là. Donc voilà, de manière à quand même essayer de se remettre au boulot, quoi. Et ça dure combien de temps, par exemple, quand vous travaillez sur une scène de crime dans ce genre? Là, pour Charlie, on est arrivé, je crois que c'était entre 13h et 13h30, quelque chose comme ça. Et après, eh bien, on est parti au milieu de la nuit, à 3 ou 4 heures du matin, quoi, hein. Donc là, ça a duré... Ça a duré 10 heures. Ouais, plus, 12 ou 14 heures, voilà, hein. Donc c'était pareil pour l'hypercachère, hein. On y est arrivé le soir une fois que l'assaut a été donné, et après on est reparti vers 5 heures du matin. Ok. Donc tout à l'heure, vous me disiez que vous suivez une formation pour préparer
à ce genre d'événements, aux attentats. Mais est-ce que vous êtes vraiment, au fond de vous, est-ce que vous êtes vraiment préparé à avoir toutes ces horreurs? Non, mais on n'est jamais préparé à ça. En fait, on n'est jamais préparé à ça. On se prépare, on fait comme un exercice, comme un sportif de haut niveau s'entraîne à courir. Il sait qu'il faut qu'il mette un pas devant l'autre pour traverser la ligne d'arrivée, mais il ne sait jamais quels adversaires il va avoir à côté de lui. Lui, il sait ce qu'il doit faire, mais après, dans la course, il ne va pas être seul. Il va y avoir tout un tas de problématiques. Ben nous, c'est pareil, en fait, quoi. Quand on arrive, on se prépare à un protocole à faire des choses qu'il faut qu'ils soient naturels et automatiques. Hein. Des photos, des plans, des prélèvements, on sait que tel objet, ça ne sera pas intéressant. En revanche, si on trouve celui-là, il faudra le prendre absolument, etc. Celui-là sera prioritaire par rapport aux autres. D'accord, très bien. Mais après, quand ça arrive et que vous êtes là, eh bien, effectivement, il y a tout cet environnement perturbateur qui est là et qu'il faut gérer également. Dans votre livre, vous revenez sur le crash de Germanwings. Alors, je voudrais juste revenir sur un passage. Il y a une femme qui se fait passer pour la proche d'une victime pour obtenir un voyage gratuit aux frais de la compagnie. Comment vous réagissez quand vous apprenez Alors ça, on l'apprend un peu plus tard. On l'apprend, mais eh ben, alors là, c'est très étonnant, effectivement. C'est une Allemande qui va profiter des largesses, entre guillemets, de la compagnie, la Lufthansa, qui ramène toutes les familles des blessés, ou pas des blessés, des morts, je veux dire, qui les amène à Seine-des-Alpes, à la Chapelle Ardente, etc., sur les lieux, pour qu'ils se rendent compte. Et elle va profiter, va se faire passer pour quelqu'un d'une famille, et pour venir, et voilà, quoi. Bon. Mais ça, pour nous, c'est étonnant. Alors, quand on travaille dans la police, je vais vous dire, on n'est plus étonné par grand-chose, parce que l'actualité et le quotidien nous montrent d'un jour sur l'autre qu'il y a des choses étonnantes qui peuvent se passer. Et ça fait partie des choses humaines, des comportements humains qui sont inexplicables. Mais il y a, je crois, une vingtaine de personnes qui sont connues pour les attentats parisiens. Pour les attentats parisiens, et ceux de Nice, l'année d'après, il y a une vingtaine de dossiers qui ont été connus, de gens qui ont été interpellés, jugés, condamnés, pour s'être fait passer aussi pour des fausses victimes, pour avoir profité il y a des fonds d'aide aux victimes, de dédommagement pour les victimes, qui peuvent recevoir de l'argent, les victimes qui peuvent recevoir de l'argent pour aider dans les malheurs qui leur arrivent. Et il y a quand même une vingtaine de cas, de dossiers, de personnes comme ça qui se sont fait passer pour des fausses victimes pour essayer d'avoir des sous. Donc en fait, ça arrive souvent ce genre de situation. Ça, alors souvent, je ne sais pas, mais en tout cas, ça arrive et c'est arrivé, quoi. Donc, en plus de gérer la vraie catastrophe, il y a aussi des enquêtes qui sont développées pour aussi essayer de s'occuper de ça en parallèle. Ok. Vous disiez qu'il y avait des morceaux de corps partout. Pour la Germanwings, oui. C'est ça. Moi, la première question que je me suis posée, c'est comment vous faites, je vais un peu vulgariser le truc, mais comment vous faites pour donner le bon bras à la bonne personne Comment vous procédez? En fait, donc là, tout le monde comprend bien, un crash d'avion, tous les corps, il n'y a pas de corps entier. En fait, ils sont polyfragmentés. Donc, ce sont des parties de corps qui sont prélevées en montagne, qui sont faits lors du relevage. Après, chacune des parties de corps va être analysée sous l'autorité du médecin légiste autour de la table d'autopsie, va être photographié, il va y avoir un numéro de suivi de contrôle de cette partie de corps pour qu'il soit suivi à différentes étapes de l'autopsie. Et c'est surtout grâce à l'ADN qui va être prélevé dans chacune de ces parties de corps. On va attendre l'analyse ADN. Effectivement, quand 2 ou 3 ou 4 ou 10 parties de corps vont donner comme résultat le même ADN, on sait que ces parties de corps-là font partie de la même personne, d'une seule personne. Voilà. C'est un peu un puzzle, quoi. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça.
Et donc, au bout du compte, on attend que toutes les parties de corps soient analysées de manière à reconstituer les personnes, enfin les reconstituer et puis pour pouvoir les rendre aux familles. Mais ça prend du temps parce qu'il y a des milliers et des milliers de morceaux. Oui, mais ça prend du temps. Mais bon, alors là, vous pensez que sur des affaires comme ça, tout le monde est concentré sur ce genre d'affaires. Et ceux qui travaillent là-dessus ne font que ça, quoi. J'allais dire jour et nuit, mais pas la nuit. Là, on ne travaillait pas la nuit, mais on s'arrêtait très tard le soir et on commençait de très très bonne heure le matin. Et donc là, c'est pareil, hein, on travaillait moins 12 heures par jour, de manière à ce que toutes les relevés, les analyses puissent être faites le plus rapidement possible, puisqu'en fait, c'est toujours la problématique. Dans toutes les affaires, que ce soit des crashs d'avions ou des catastrophes naturelles comme les tsunamis ou les attentats, en fait, c'est toujours la même chose. On a toujours la pression sur les épaules, les équipes ont toujours les pressions de qu'est-ce que vous faites et comment et de qui il s'agit. Il faut aller toujours plus vite, plus vite, plus vite. Ce sont les politiques qui demandent ça, c'est la presse qui demande ça, les familles qui demandent ça. Et ça, on comprend, c'est naturel, c'est normal. Mais il y a des choses dont le temps n'est pas compressible. Il y a quand même des analyses qui doivent être faites et qui demandent un certain temps pour l'être. Et donc, il faut faire les examens qu'il faut de manière à s'assurer que nos résultats sont bien les bons, sont bien justes pour ne pas donner de fausses identifications et dire n'importe quoi. Est-ce que les familles peuvent voir le corps de leurs proches ou c'est une vue bien trop choquante? Non, mais là, non, dans ces cas-là, non, personne ne verra de corps, non. Non. Donc, ils ne vont pas procéder à l'identification de leurs proches? Non, c'est impossible. Non. Ok. Ensuite, il se passe le tsunami en Thaïlande, en décembre 2004. Vous vous rendez sur place en Thaïlande? Et je veux juste rajouter, juste avant le tsunami, pour la Germanwings, mais comme pour les attentats parisiens, dès qu'on identifie des corps ou des parties de corps, ce sont les spécialistes qui se réunissent pour s'assurer. Il y a une commission finalement à la fin, une commission d'identification qui est faite, et tout ça sous le contrôle du procureur de la République. Et c'est le procureur de la République, au final, après, qui signe la reconnaissance finale, qui est seul habilité à réagir et à parler à la presse pour faire ces annonces-là. Donc voilà, quoi, c'est quand même des choses qui sont très établies et c'est une vraie procédure. Je voulais savoir, est-ce que ces victimes, ensuite, ils ont des funérailles bien sûr. C'est possible? Bien sûr, non, mais après, toutes les funérailles des victimes, après, c'est en fonction des familles. C'est les familles qui décident, bien sûr. Après, ils récupèrent les corps. Après, ils font toutes les funérailles selon leurs rituels religieux de chacune. Donc voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. Du coup, on va revenir sur le tsunami. Est-ce que vous rendez sur place en Thaïlande? Oui, alors moi j'y suis allé plus tard. Le tsunami, ça se passe le 26 décembre 2004. Donc tout de suite, dans les premiers jours, avec certains de mes collègues parisiens, on est envoyé au ministère de l'Intérieur, puisque c'est là où il y a une cellule antémortem qui va être en contact avec les familles. Parce qu'en gros, pour revenir un peu dessus, si vous voulez, donc lorsqu'il y a des catastrophes comme ça qui se passent, la problématique, toujours, c'est de redonner un nom aux victimes, puisque on ne sait pas à qui on a affaire. On retrouve des gens qui sont sur des plages, qui ont été noyés, qui sont morts, ou voilà, et donc ces corps-là, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, et on va mettre en œuvre, il y a une unité nationale d'identification des victimes de catastrophes qui est composée de policiers et de gendarmes qui travaillent ensemble pour ces choses de circonstance, en fait. Ce n'est pas leur quotidien, ils ne travaillent pas toute l'année là-dessus. Mais lorsqu'un événement comme ça majeur se déclenche, cette unité est constituée et on va faire deux groupes. Un groupe anté-mortem qui est en contact avec les familles pour obtenir le maximum de renseignements et un groupe post-mortem qui va se rendre sur les lieux de la catastrophe de manière à pouvoir faire les relevages et toutes les autopsies des corps. Donc ce groupe anté-mortem, lors des autopsies,
il va prendre les empreintes digitales, l'odontologie, l'ADN, plus de signalements de la personne qui est autopsiée, s'il y a des opérations, des tatouages, des signalements particuliers, la couleur des yeux, des cheveux, la taille, l'âge à peu près, etc. Et de l'autre côté, le groupe post-mortem qui est... non, antémortem, c'est avec les familles, et post-mortem, c'est sur la table d'autopsie. Et le groupe antémortem, en relation avec les familles, vont demander aussi tous les renseignements concernant la personne disparue. C'est-à-dire qu'elle donne des empreintes qui auraient été déposées dans une préfecture si elle avait fait établir un passeport ou une carte d'identité, l'adresse et les coordonnées du dentiste pour voir si les travaux qui auraient été faits sur cette personne disparue, l'adresse du médecin qui pourrait déterminer qu'il y a eu une opération, la pose d'une prothèse, etc., une amputation, voilà. Oui. On peut aussi aller chez des personnes pour éventuellement retrouver des empreintes digitales chez elles, celles qui sont déjà disparues. Arrivé. Oui. Donc, et après, une fois qu'on a prélevé, le groupe antémortem a prélevé toutes ces informations et le groupe post-mortem sur les tables d'autopsie a prélevé ces informations à elle. Donc, on va faire un rapprochement avec un logiciel adapté pour faire matcher les renseignements des uns et des autres de manière à pouvoir rendre les corps aux familles. D'accord. Et familles aussi, on va leur demander, les proches, les parents, les frères, les sœurs, on va leur demander leur ADN à elles pour comparer aussi avec l'ADN des gens qu'on autopsie. Des gens que vous avez retrouvés. Ouais. Dans votre livre, vous disiez que vous retrouvez un caméscope dans un hôtel. Oui. Il est exploitable. Est-ce que vous voyez quelque chose dans le caméscope? Alors non, ça je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Il était sous les fondations à l'hôtel, c'était à l'hôtel Kaolack où beaucoup de Français sont morts. Et il était sous les fondations. Donc ça, c'est des recherches qu'on a faites, moi, quand j'y étais, parce que je suis allé après en juillet. Donc il y avait l'ambassadeur de France qui était là, l'ambassadeur de France à Bangkok, qui était là. Un capitaine des pompiers qui était venu, spécialiste en catastrophes comme ça naturelles, qui était là pour mener les recherches avec des policiers locaux. Et sous les fondations, puisque les familles demandaient à ce qu'il y ait des nouvelles recherches qui soient faites, et sous les fondations, donc on avait retrouvé un caméscope qui était enfoui dans le sable, puisqu'avec des motopompes, ils envoyaient de l'eau et ils aspiraient, et en aspirant, ils ont aspiré des objets comme ça, dont le caméscope. Vous venez de dire qu'il y a des familles qui demandaient des recherches parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été retrouvées. Oui, si, elles ont été retrouvées, mais là on était en juillet. Et en juillet, les identifications n'étaient pas terminées de toutes les personnes, puisqu'elles ont eu lieu pendant l'été. Pendant l'été, juillet, au mois d'août, il y avait encore, de mémoire, il me semble, c'était 30 ou 35 victimes françaises qui n'étaient pas retrouvées. Parce que, en fait, la France, il y a eu 95 morts au tsunami. Mais il n'y a eu que, si j'ose dire, autour de 75 ou 76 dossiers d'ouverts. Parce que les autres, la différence, ils étaient morts, mais ils ont été reconnus tout de suite sur place par leur entourage, par les gens qui les accompagnaient, quoi. D'accord, ok. Donc, celles dont on ne savait pas où ils se trouvaient, en fait. Donc, nous, on a ouvert les dossiers. Les gens ont commencé à être identifiés, mais là-bas, il y avait 5000 morts, en fait. Il y avait les 76 Français, mais il y avait 5000 autres morts de différentes nationalités. Donc, toutes les autopsies qui étaient faites, donc toutes les nationalités étaient mélangées. Et on ne savait pas où étaient les Français, les Allemands, les Suédois ou les Australiens, quoi. Donc ça veut dire que vous avez travaillé aussi sur des personnes qui étaient de différentes nationalités. Bien sûr, c'est pour ça que le protocole qui a été mis en place a été sous l'égide d'Interpol. Donc Interpol dirigeait toute cette communauté internationale de police diverses. Il y avait plus d'une trentaine de polices différentes. Et donc, où il y avait un médecin légiste belge, un photographe espagnol,
et puis d'autres qui travaillaient autour, un français, un anglais, etc. Mmh. Tout le monde travaillait ensemble pour identifier tout le monde. D'accord. Et là, ils se sont constitués les banques de tous les gens qui passaient, des banques d'empreintes, des banques d'ADN, des banques d'odontologie. Mmh. Et parmi les Français, eux, qu'on avait, nous, au groupe, en contact avec les familles, eh bien, c'est plus de 70 Français, eh bien, on a envoyé ces recherches à faire parmi toutes les victimes là-bas. D'accord. Et donc, ça a commencé, après, ça a commencé à être identifié, à matcher au mois de février ou mars, là, et puis après, pendant toute l'année, quoi. Il y avait en compte-gouttes, quoi. En compte-gouttes, voilà, quoi, jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi il y avait une désorganisation totale? Ah ben ça c'est un chaos, majeur, hein, ça c'est sûr. Déjà, ça faisait, personne n'avait jamais connu une catastrophe d'une ampleur pareille, aucun pays. Donc, en plus, la Thaïlande donc n'était pas habituée, elle, à gérer, mais nous non plus, hein, de toute façon, personne n'était habitué à gérer ça. Mais en plus, la Thaïlande n'avait pas le protocole, les outils pour gérer ça, quoi. Donc, il a fallu que, sous l'égide d'Interpol, que toute la communauté internationale amène ses compétences professionnelles, en personnel et en matériel, et en police technique et scientifique. Hein. C'était que des policiers techniques et scientifiques. Il n'y a pas d'enquête à faire, hein, puisque la cause, on la connaît. L'auteur, c'est un tsunami qui a tué. Voilà, quoi. Donc, la seule chose à faire, c'est d'identifier les gens. D'accord. D'identifier les gens. Dans quelles conditions vous avez travaillé à ce moment-là? Alors, moi, quand j'y vais, c'est beaucoup plus tard, donc c'est des conditions très confortables. Tout est passé, tout est fini, si vous voulez. En revanche, pour mes collègues qui y sont allés en début d'année, dans les premiers jours et les premières semaines, là, c'était très, très compliqué. Hein. Là, il y avait des corps qui étaient mis dans des temples, hein, comme ça, mais dans des bâches ou à même le sol, avec des blocs de neige carbonique dessus pour essayer que les corps ne se dégradent pas trop vite. Mais on est l'été, là-bas, c'est l'été. Hein. Nous, c'est Noël, mais là-bas, c'est l'été, avec la chaleur, etc. Des corps noyés qui, en séjourné dans l'eau, vont très, très vite se dégrader. Et donc, il a fallu très rapidement essayer de trouver des containers frigorifiques à ramener de manière à pouvoir conserver les corps pour leurs examens. Donc tout à l'heure, vous disiez que vous étiez formé pour les attentats, mais est-ce que vous êtes aussi formé pour les catastrophes naturelles? Oui, c'est ça. Alors, bon, il y a ces trois formes de catastrophes. Ces catastrophes naturelles, tremblements de terre, tsunamis, voilà, ou alors comme à Mayotte dernièrement, des ouragans comme ça qui ravagent une île. Les catastrophes accidentelles, qui peuvent être des crashs d'avion, qui peuvent être des déraillements de train, des choses comme ça. Et puis des attentats, comme on a connu des attentats parisiens. Hein. Donc, le protocole d'identification des victimes reste le même, en fait. Hein. D'accord. En contact avec les familles, pour qu'ils nous donnent des informations sur leurs disparus, et sur les chaînes d'autopsie, pour identifier les gens, de manière à être certain de pouvoir restituer les bons corps aux bonnes familles. Est-ce que l'identification des victimes elle est plus difficile quand il s'agit d'attentats ou de catastrophes naturelles? Alors, pour les catastrophes naturelles, alors le plus simple, c'est pour ce qu'on appelle une liste fermée, c'est-à-dire comme un crash d'avion, puisqu'on connaît le nom des personnes qui voyagent. Et on connaît le nom des personnels navigants. Donc là, si vous voulez, on a juste à se rapprocher des familles qui vont correspondre aux gens qui voyageaient. C'est ce qu'on appelle une liste fermée. C'est finalement le plus simple. En revanche, après une liste ouverte, ça veut dire qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Dans des attentats, comme les attentats parisiens, au Bataclan, 90 morts par exemple, ou à l'attentat de Nice de l'année d'après, en 2016, 84 morts. Donc là, il y a une somme de nationalités et de personnes qui n'ont pas forcément des papiers d'identité sur elles. Donc là, on ne sait pas à qui on a affaire.
Et il va falloir justement les identifier. Pareil pour une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre ou alors le tsunami en Thaïlande. Des gens sont retrouvés en maillot de bain parce qu'ils étaient à la plage quand la vague est arrivée. Donc ils n'ont rien sur eux. Ils n'ont rien sur eux. Donc là, c'est une liste ouverte et on ne sait pas à qui on a affaire, quoi. Il se peut aussi, alors là, on n'a pas eu ça en France actuellement, mais c'est déjà arrivé dans d'autres pays sur le continent africain ou même en Amérique du Sud, où on peut avoir une liste fermée, un avion qui va tomber sur une partie de ville ou un quartier. Et donc là, on va avoir les deux combinés, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Le 13 novembre 2015, il y a l'attentat du Bataclan. Est-ce que vous pouvez nous décrire la scène à laquelle vous êtes confronté? Alors, pour le Bataclan, moi, je n'y suis pas allé. D'accord. Je n'y suis pas allé. Moi, j'étais juste au niveau du Stade de France, puisque ce soir-là, le 13 novembre, nous étions invités justement par la Germanwings, par la Lufthansa, qui organisait pour remercier les gens qui avaient travaillé sur ce crash d'avion du mois de mars. Ils avaient invité plusieurs centaines de personnes, des gens de la commune de Saint-Lézardes, des secouristes en montagne, etc. Et les policiers et gendarmes qui avaient participé aux autopsies et au relevage des corps. Et donc, nous sommes allés d'abord chez Luc Besson. Il y avait un cocktail dînatoire très sympathique, voilà. Et après, le clou de la soirée, tout le monde a été transféré en bus jusqu'au Stade de France à côté. Et nous étaient offerts les billets du match amical France-Allemagne. Comme par hasard, le jour de... Le soir même, le 13 novembre au soir. C'était le 13 novembre au soir. Donc, on est là, comme tout le monde, maquillés bleu, blanc, rouge, autour du stade de jeunes gens maquillent tout le monde aux couleurs de son équipe. Très bien. Et après, on trouve des petits drapeaux, on fait là-haut-là, en fait, voilà, un match classique amical, jusqu'à 21h16 ou 17, là, où les premières explosions ont lieu, puisque les premières explosions du 13 novembre ont lieu au Stade de France, sous nos tribunes. Vous entendez? Donc, bien sûr, oui. Alors, c'est un bruit que je ne connais pas bien, mais ce sont des détonations sourdes. Moi, j'en entends deux d'abord. Mais là, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, on descend dans les travées, et là, je vois des collègues à nous qui tournent autour, qui sont en panique. En fait, les portes du stade se referment, et on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et nous sommes 7 de mon service à être là, au stade. On était 7 à nous être rendus à Seine-les-Alpes au mois de mars. Donc, les 7 même sont invités, on y va. Et on se fait extraire du stade pour revenir au 36 à notre service, la police technique et scientifique, de manière à s'équiper, puisque là, on est comme ça, en civil, on ne peut rien faire, on ne peut pas intervenir, on ne peut rien faire. Bien sûr. Et moi, je suis à l'état-major du service à l'époque. Donc, là, avec mes collègues de l'état-major, mes chefs de service, on va mettre au point les équipes qui vont se rendre sur tous les lieux et travailler. Donc après, moi, je ne suis pas ressorti sur les scènes de la nuit sur les terrasses ou au Bataclan. Après, moi, je repartirai le mercredi d'après. Le mercredi d'après, c'est l'assaut final du raid qui aura lieu à Corbillon, à Saint-Denis, où là, j'irai et puis je jouerai le rôle de coordinateur du mercredi jusqu'au samedi. D'accord. Donc ça veut dire que vous étiez pas sur place. Mais est-ce que les familles... dites-moi. Oui, après j'ai vu toutes les photos, les films, j'ai écouté la bande-son du Bataclan par la suite. Donc voilà, puisque moi j'étais coordinateur et donc tout passait par moi. En fait, chaque sortie qui était faite par mes collègues, ils me donnaient les comptes rendus d'affaires et c'est moi qui compulsais tout pour savoir quelle équipe était où, à telle heure, tel jour, telle nuit, quel scellé avait été fait, quel prélèvement, parce qu'après, il y a tellement de sorties, de dizaines et des dizaines de sorties et d'analyses qui sont faites, il faut quand même que ce soit compilé et qu'on sache, puisqu'on nous demande, des services enquêteurs nous appellent régulièrement. Et du coup, ça, c'était votre travail? Oui, voilà. D'accord, ok. Vous venez de dire qu'il y avait un enregistrement audio du Bataclan. Oui. Qu'est-ce que vous entendez? Là, c'est un audio, c'est un son
un ingénieur du son, enfin un technicien du son qui enregistre le spectacle, et quand les premiers coups de feu vont résonner, ben lui il va partir et ça tourne toujours, quoi. Et donc pendant 2h30, pendant tout le temps que dure la prise d'otage jusqu'à l'intervention de la BRI et de la BRI, eh bien ça va enregistrer. Donc on entend tout de suite, déjà au début c'est le concert, donc ça joue. C'était du rock, c'est ça? C'était du hard rock, ouais, même, hein, c'est ça. Ouais. Métal ou du hard rock ou métal, Je sais pas. Bon, c'était voilà, c'était de la musique très forte. Et les premiers, on entend les premières détonations. Donc pendant quelques secondes, il y a les détonations, mais la musique continue à jouer. En fait, le temps qu'ils se rendent compte de ce qui arrive, ça continue. Et là, bien sûr, tout s'arrête. Et là, on entend les cris et d'effroi, en fait, des spectateurs qui sont là. Et puis après, eh bien, plus les minutes passent, plus on va comprendre que les auteurs, ils sont 3 à entrer là, vont prendre en otage les spectateurs, ceux qui n'ont pas pu s'enfuir, et ils vont commencer à tirer dessus, et puis à les invectiver en disant que de toute façon c'est de leur faute, c'est de la faute de leur président, si nous faisons ça, c'est pour défendre nos frères, etc., en Irak, ailleurs. Donc voilà, quoi, en fait, c'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous ressentiez à l'écoute de cet audio? Alors à l'écoute, en fait, c'est mon collègue. Moi, je l'écoute parce que mon collègue qui est chargé d'analyser cet enregistrement m'a demandé de repasser derrière lui pour essayer de voir si quelques mots qu'il n'aurait pas compris étaient bien ceux-là ou peut-être pas, ou voilà, il veut me demander mon avis. Et donc, je vais y aller. Et donc, on est dans une petite salle à l'époque, hein, c'était à l'ancienne adresse où on était. C'est une petite salle où il y a cet ordinateur avec un logiciel spécifique pour régler le son, hein, un peu comme une table de mixage, là, un peu. Donc, on est seul quand on écoute ça, pour être tranquille. Avec un casque sur les oreilles, une feuille blanche et un papier à crayon pour noter ce que vous entendez. Moi, il m'avait appris des maniements, comment gérer un peu de manière rudimentaire cet ordinateur quand même, qui est une machine de guerre. Hein. Donc, et j'ai écouté ça. Et ayant vu avant les films, les photos qui avaient été prises lors de la scène de crime, en fait de la gestion de scène de crime quand mes collègues sont intervenus. Donc je connais l'intérieur du Bataclan, je le vois. Et là, en y associant le son dans les oreilles, en fait, voilà, quoi, j'ai mon esprit qui essaye de reconstituer un peu la scène. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose de dangereux, pas de dangereux, mais si vous voulez, de perturbant. Bien sûr. Et donc, il faut sortir de ça aussi, il faut mettre des filtres aussi, quoi, pour essayer d'écouter ce qu'on a à écouter, pour faire que le minimum de ce qu'on a à faire. Et qu'est-ce que vous avez vu sur ces images, si vous devez qualifier ces images? C'est des scènes de massacre, en fait. Hein. C'est des scènes de massacre. Donc, vous avez des dizaines de corps comme ça qui sont dans la fosse de la scène de spectacle là. C'est difficilement qualifiable en fait. C'est indicible. On se demande comment jusqu'où la noirceur humaine peut aller en fait. Il n'y a plus de limite, plus de filtre, plus de considération pour l'humanité, il n'y a plus rien en fait, quoi. Est-ce que c'est vrai que, parce que moi en 2015 j'étais encore adolescente à ce moment-là, et moi on m'avait dit que les personnes à l'intérieur ont mis du temps à comprendre qu'il s'agissait d'un attentat à cause de la musique, ils pensaient que les coups de feu faisaient partie du spectacle. Est-ce que c'est vrai? Alors moi j'ai peut-être selon ce qu'ils ont dit, alors pas par la suite, mais en fait oui, au début quand on entend, c'est ce que je vous disais, quand on entend les coups de feu, la musique continue en fait, hein, un petit peu.
Donc, mais rapidement quand même, hein, ça n'a pas duré plusieurs minutes. Hein. Ah, ok. Non, 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 non. Au bout d'une poignée de secondes, 10 ou peut-être 20 secondes, là, tout le monde comprend que Oui, donc là... c'était assez rapide. Ah oui, c'est très rapide. Hein, c'est très rapide. Hein. Okay. Est-ce que c'est comment dire, dérangeant ou marquant de procéder à l'autopsie des victimes, mais aussi des auteurs? En gros, vous êtes là, vous voyez les victimes, et là, d'un côté, vous voyez les auteurs, les coupables, en fait, vous dites, bah, c'est eux qui ont fait tout ça. Qu'est-ce que vous ressentez Alors, là, il faut pas rentrer dans une catégorie, voilà, quoi. Les auteurs, ils sont là, ils sont morts. Ils sont morts dû ou soit à l'explosion de leur ceinture, soit parce que la BRI a mis fin à leurs actions, quoi. Bon, ben voilà, c'est comme ça, quoi. Ils étaient là, c'est eux qui ont fait les choses, ils sont morts, ben on va faire les autopsies aussi pour savoir de qui il s'agit. L'enquête continue. Il faut qu'on les identifie de manière à pouvoir remonter leur entourage, bien comprendre leur alibi, quelle est leur position, leur philosophie, etc. Donc ça, c'est la problématique de l'enquête. Hein, voilà. Après, voilà, nous, notre problématique, c'est identifier les victimes qui sont là. Donc, il faut qu'on fasse tout. Il faut qu'on fasse les deux, hein, d'une manière voilà, égale. Hein. Après, évidemment, c'est bien que les victimes, ce sont eux, et les auteurs, ce sont ceux-là. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne fais pas de différence de toute façon. Un mort est un mort. Après, il y a une certaine forme de respect par rapport au corps. Hein. Un corps mort, on ne peut pas ni éprouver de sentiments de vengeance, ni un sentiment plus fort. Moi, pendant les 30 ans où j'ai vécu ça, ces aventures-là, ce n'étaient pas les premiers morts que je voyais, hein, bien loin de là. Voilà, quoi. Et ce n'étaient pas les premiers morts auteurs que je voyais. Eh bien, c'était toujours le même sentiment que j'avais. Hein. Voilà, il est mort. Maintenant, il faut qu'on fasse notre travail. On l'identifie, on prend ses empreintes, son ADN, on essaie de voir s'il est connu dans nos fichiers. Les enquêteurs vont travailler sur telle et telle piste. Voilà, quoi, c'est comme ça. Est-ce que même le corps des coupables est remis à la famille? C'est tout pareil? Bien sûr, aux familles. Le corps des coupables est remis aux familles et ils ont été inhumés aussi. Voilà, d'ailleurs, on sait où ils se trouvent. Hein, donc, voilà, donc les familles les enterrent et procèdent en fonction de leur rituel pareil religieux. Donc, voilà. Hein. D'accord. Récupère les corps. Ça paraît quand même impossible d'identifier une personne. Ah si. Comment, par exemple, une explosion? Il a la ceinture d'explosifs autour de des... Ah oui. Visuellement, alors, il n'y a plus rien, quoi. Si, il y a quelque chose, mais en revanche, le corps peut être séparé en deux. Parce que ça va le couper au niveau de l'abdomen, par exemple. Ok. Mais tout le haut existe, et là, il peut y avoir, mais peut-être qu'un bras peut être arraché, ou une tête, mais après, vous avez des morceaux quand même entiers. Donc là-dessus, il est toujours possible, sur un bras, de prendre les empreintes digitales de la main, ou sur une autre partie de corps, de faire de l'ADN, hein, de prendre quelques cellules pour essayer de trouver l'ADN. Hein. C'est très facile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir réussi ou pu, on va dire plutôt ça, que vous n'avez pas pu identifier une personne? Pas dans les crashs d'avion et pas dans les attentats. On a identifié tout le monde a récupéré ses morts. Et au tsunami aussi. Mais il a pu y avoir des fois où on a découvert des personnes décédées seules, pas chez elles, puisque si elles sont chez elles, on sait à qui on a affaire. On n'a qu'à regarder dans les tiroirs et on va trouver leur papier d'identité, des factures, des choses comme ça. Mais des personnes retrouvées isolées dans des squats, par exemple. Ou alors, je me rappelle d'une affaire, c'était à La Défense, dans les sous-sols de La Défense. Dans les parkings de La Défense, il y a des coins isolés où il y a des bouches d'aération énormes. Et des gens dormaient là, vivaient là,
comme dans des espèces de petits tunnels, et on avait retrouvé un corps complètement séché. Mais en fait, comme ça ne sentait pas, avec l'évacuation de l'air, vous savez, et il avait séché là-dedans. Et celui-là, alors, qui c'était? Est-ce que c'était un clochard? Est-ce que c'était une personne immigrée qui était là et qui était morte seule comme ça et qui n'avait pas de papier ou qui était arrivée là? Ça, c'est possible, hein, vous voyez. Quand on n'arrive pas à les identifier, c'est souvent parce que ou les familles ne les recherchent plus. Ce sont des personnes isolées et qui meurent comme ça toutes seules parce que leur famille les laisse tomber, ou alors ils n'ont plus de contact, ou alors c'est des gens qui viennent d'ailleurs, éventuellement d'autres pays, et qui vont mourir ici. Et alors là, et s'ils sont rentrés de manière illégale ou des choses comme ça, on a encore moins de... Vous voyez donc dans ces cas-là, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'il existe. Donc ces corps sont transportés à l'Institut médico-légal, à Paris, pour nous à Paris, mais dans tous les autres instituts médico-légaux de France, en fait, quand on les retrouve. Et c'est possible que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on ait des corps et on n'arrive toujours pas à les identifier, quoi. Les enquêtes qui sont engagées pour les identifier n'y arrivent pas. Les attentats du Bataclan, vous vous retrouvez dans un appartement, dans l'appartement de Saint-Denis. Oui. Et il y a une femme qui s'est fait exploser, une kamikaze. Vous, quel rôle vous y jouez à ce moment-là? D'abord, la femme, Asna, ne s'est pas fait exploser. En fait, c'était la cousine du cerveau des attentats du 13 novembre. Hein. Ça s'appelait Abaoud. Donc, c'était sa cousine. Et il lui avait demandé à ce qu'elle trouve un lieu d'hébergement, en fait. D'accord. C'est elle qui avait trouvé un lieu d'hébergement, etc. Bon, elle accompagne son cousin et un autre individu. Donc, ils sont 3 dans l'appartement, mais elle n'a pas participé aux attentats du 13 novembre. Hein. Elle était au courant? Alors, est-ce qu'elle était au courant? Sûrement que oui, sûrement qu'elle était au courant et tout, parce que il lui demande de l'héberger, de lui trouver quelque chose et tout. Donc, après, elle est morte. On lui a pas posé la question, on n'a pas pu, hein, ça c'est sûr. Mais bon, peut-être qu'elle est au courant de quelque chose. En tout cas, elle doit bien se douter qu'il y a un truc un peu bizarre quand même, hein, puisqu'elle est au courant de ce qui s'est passé dans les rues de Paris comme tout le monde, hein, le 13 novembre. Bon, donc elle ne s'est pas faite exploser. Hein. C'est pas elle qui avait de ceinture d'explosifs. Hein. D'accord. C'est pas elle. Hein. Okay. Donc c'est ni Abaoud d'ailleurs, c'est le 3e individu qui avait une ceinture d'explosifs. Et c'est lui qui va se faire exploser? Alors, il va se faire exploser, oui, il va ou déclencher sa ceinture d'explosifs, ou alors peut-être que c'est des munitions qui sont envoyées par le RAID qui entoure le RAID va engager une discussion, un contact avec un négociateur. Il va engager une négociation en demandant qu'ils se rendent, qu'ils sont cernés, que c'est terminé, mais ils sont pas OK pour le faire, quoi, forcément. Et donc après, il va y avoir un échange de feu entre eux, et le RAID envoie des munitions, comme des grenades qui sont des grenades qui explosent pour assourdir l'environnement, et pas pour tuer, ce sont pas des grenades létales comme ça, mais quand elles explosent, ça désoriente les gens à côté de qui elles explosent. Et alors, est-ce que c'est une grenade comme ça qui touche la ceinture ou voilà, on ne sait pas. En tout cas, bon, cette ceinture est déclenchée et elle va créer une explosion et un affaissement de cet immeuble qui est assez vétuste. Et donc, il va y avoir la mezzanine au-dessus, le 3e étage, qui va tomber sur le 3e étage, et cette pièce du 3e étage va tomber au 2e étage. C'est-à-dire qu'on va avoir un millefeuille comme ça de différents objets entassés sur une... Mais comment vous avez fait pour... Alors justement, on a commencé par étayer l'immeuble, parce qu'il a fallu étayer l'immeuble, donc faire venir une société avec des charpentiers qui ont étayé l'immeuble pour le tenir, parce que c'était tellement vétuste, il menaçait de s'écrouler. Et après, c'était comme un trou, donc en fait, où il y avait deux pièces d'entassées les unes sur les autres, et on est dégagé par le dessus. On a fait construire une plateforme comme un plongeoir sur une piscine. Et depuis cette plateforme-là, on a enlevé objet par objet
en dégageant par le dessus. Et tout ce qu'on dégageait, on le jetait par la fenêtre. Et en bas, dans la rue, était une benne qui recevait tous les objets qui nous encombraient, qu'on dégageait par le haut, quoi, comme ça. Et donc, on a descendu ce millefeuille par le haut, jusqu'à trouver les corps ou les parties de corps des gens qui étaient prisonniers là-dedans, dont Asna. 14 juillet 2016 a lieu l'attentat de Nice. Comment vous viviez, encore une fois, puisque c'est le 3e attentat? Alors, moi, je ne vais pas à Nice, je n'y suis pas, mais j'ai 3 collègues de mon service qui s'y rendent. Mais moi, on n'y va pas tous, hein, donc ce sont mes collègues de Lyon, d'Écully, c'est eux qui dirigent cette cellule police, la cellule d'identification de victimes de catastrophes, le groupe police, c'est eux qui le dirigent. Et comme ils sont déjà pas loin de Nice, en fait, ce sont les plus proches, donc c'est eux qui vont être envoyés sur place et qui vont gérer tout ça. Et ils vont se faire aider de quelques autres collègues au niveau national, dont 3 de mon service parisien. D'accord. Donc voilà. Mais moi, je n'y vais pas. Vous revenez sur le fait qu'il y a des tensions entre les équipes d'enquête. Pourquoi il y a des tensions? Alors, des tensions. Oui, il y a des tensions. Personne ne peut le nier ou le cacher. Mais en fait, tout ça est normal, si vous voulez. Il y a des tensions parce que ces événements sont tellement importants qu'ils font porter sur les épaules des gens qui travaillent énormément de pression, quoi, si vous voulez. Donc en fait, chacun essaye de faire du mieux possible. Des fois, on en oublie un petit peu le protocole qu'on a appris, puisque c'est ce que je vous disais. Hein. Ce qu'il faut, c'est quand on arrive sur une scène de chaos et quand il y a toute cette pression, il faut commencer à appliquer ce qu'on a appris pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir avancer de manière utile. Et donc là, quand chacun veut essayer de mettre son grain de sel et avoir des idées nouvelles, alors que c'est plus du tout le moment, c'est pas du tout le moment. Les idées nouvelles, on les aura après, quand on fera des débriefings, quand on en sera sorti, et qu'on dira ça, il vaut mieux l'améliorer, ça, il vaut mieux l'améliorer. Mais c'est pas sur le moment qu'il faut améliorer les choses, quoi. Il faut faire ce que vous avez appris en amont, quoi. Comme le sportif qui met un pied devant l'autre, et il s'en sort plus ou moins bien jusqu'à la ligne d'arrivée, et après, il verra s'il peut améliorer son petit protocole. Hein. Nous, c'est ça. Mais, je dois dire que je parle des tensions, mais à 95% des fois, tout se passe bien. En fait, chacun sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de problème particulier, quoi. D'accord. Non, il n'y a pas de problème particulier. Non, ce qui peut arriver, c'est aussi au niveau de l'encadrement, où là, c'est pareil, voulant essayer de faire mieux que mieux, donc ça pose des problématiques alors que ce n'est pas vraiment le moment, quoi. Voilà. Comment vous procédez pour parler aux familles des victimes? Alors, les familles auxquelles on a affaire sont toujours très dignes, très responsables devant la situation. Donc, elles ne s'effondrent pas, comme on peut se l'imaginer au départ. Bien sûr, dans un premier temps, il y a une forme de déni. Elles ne veulent pas croire que leur proche a disparu. Elles pensent qu'il est peut-être dans un hôpital, qu'il n'a pas pu encore donner de nouvelles, qu'elles vont le retrouver d'une manière ou d'une autre. Après, elles se rendent compte que malheureusement, le temps passant, ça va être très compliqué et qu'il doit vraiment être disparu, vraisemblablement mort. Elles vont avoir ensuite une espèce de colère qui va monter en elles, et puis après une acceptation, et puis la période de deuil qui va commencer, quoi. Et nous, comment on fait? Eh bien, on essaye de les accompagner. On n'est pas tout seul, d'ailleurs. Il y a des psychologues aussi qui sont avec nous pour accompagner ces familles et pour nous aider, nous, sur des choses qu'on voit, qu'on entend, mais qu'on ne comprend peut-être pas aussi toujours très bien. Et ces psychologues ont les mots et ont cette forme de professionnalisme qui fait qu'elles sont très utiles quand elles sont là. Comment vous gérez l'odeur, la vue, l'ambiance des lieux dans lesquels vous travaillez?
l'odeur, l'odeur de la mort, elle peut prendre différentes formes. Un corps qui est mort très récemment, mais quand il y a beaucoup de fluide de sang qui s'est écoulé autour, donc il y a une odeur métallique, si vous voulez, parce qu'il y a des molécules de fer dans le sang. Et c'est cette odeur-là de molécules, hein, qui est une forme d'oxydation de ce métal, en fait, qui remonte. Et c'est une odeur très, très spécifique. Après, quand les corps se dégradent, c'est une autre forme d'odeur, hein, une odeur méphitique, hein, on appelle, c'est-à-dire une espèce de puanteur et d'odeur qui est très forte et qui prend vraiment fort. Et la vue, c'est pareil, la vue, ça dépend du corps. Mais en fait, c'est l'expérience au fur et à mesure des années qui fait que on est apte à appréhender ça, quoi. Hein. On n'arrive pas tout de suite sur des choses catastrophiques quand on commence dans une carrière. On ne nous montre pas des choses horribles où on est accompagné par les anciens, hein, d'abord, et puis après, quand c'est vous l'ancien, eh ben, c'est vous qui accompagnez les autres. Donc ça se construit comme ça. Et puis, et moi, c'est ce que je dis toujours, à chaque fois qu'on me pose la question, je répète la même chose, mais c'est vrai. Moi, j'ai été élevé dans une ferme quand j'étais gamin. Donc, les odeurs, on les connaît, et les odeurs de la vie et de la mort aussi. C'est-à-dire que par rapport aux saisons, on est habitué aux naissances dans les fermes des animaux, à leur disparition aussi, quoi, si vous voulez. Donc, je crois, j'essaye de me réfugier derrière cette explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais la construction fait que pour moi, la vie et la mort, ce sont des choses naturelles. Naître, vivre et mourir, ça fait partie d'un processus naturel, global et naturel. Dans une matrice, hein, je ne sais pas trop comment ça se définit, mais voilà, quoi. Il y a des sommes d'énergie, de choses passées, des choses qui existent maintenant et des choses qui arriveront par la suite. On ne sera plus là, mais voilà, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, il y a des... Voilà, on fait tous partie d'une espèce d'univers, hein. Donc, sans mettre là-dessus de forme religieuse ou quoi que ce soit. Je ne suis pas religieux, je ne crois en rien, mais je suis ouvert à tout, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous raconter une enquête qui vous a particulièrement marqué ? Alors, c'est pareil, des enquêtes marquantes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a tellement, mais une plus que l'autre. Vous en raconter une ? Ouais. J'ai raconté ça déjà sur d'autres interviews. Je disais qu'il y a une affaire qui m'avait marqué, c'était pas avec des morts, mais avec un vivant. C'était un petit papy où j'étais intervenu qui avait été victime d'un vol à la fausse qualité. Vous savez, les faux employés du gaz ou les faux employés des eaux qui arrivent chez les personnes âgées, qui les suivent dans la rue quand ils reviennent de faire leurs courses. Ils les suivent. Et il y en a un qui entre en disant moi, je suis l'employé des eaux. Est-ce que vous pouvez me montrer dans la cuisine s'il n'y a pas de sable qui est dans l'eau du robinet ? Alors, la personne âgée va l'accompagner. Et pendant ce temps-là, l'autre fait le tour de l'appartement pour essayer de lui dérober, de lui voler ses objets. Et donc, voilà. Et donc, ça se passe, c'est un vendredi soir. J'ai fini mon service et moi, c'est moi qui suis de permanence pour aller justement sur les vols à la fausse qualité. Je fais des recherches d'empreintes, voilà. Donc, j'y vais. C'est 6 heures du soir, il faut que je traverse tout Paris, alors que j'ai fini ma semaine, je dois rentrer chez moi, vous voyez, de l'état d'esprit un peu, bon voilà, j'ai pas envie. J'y vais quand même, de toute façon, j'ai pas le choix, bon, j'y vais. Et arrivé là-bas, c'est un petit grand-père qui est là, je le vois toujours, petit papy, il a peut-être autour de plus de 80, 85 ans, et donc... il me dit, ah ben non, il ne fallait pas vous déplacer, ils ne m'ont rien volé. Bon, j'ai dit, maintenant que je suis là, expliquez-moi. Donc j'entre chez lui et je vois qu'effectivement, c'est très simple chez lui, quoi.
Il n'y a rien, il y a une petite table, des petites chaises. C'est un petit studio avec une chambre séparée comme ça, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune valeur. Il dit, voilà, je vous avais bien dit, hein, ils ne m'ont rien volé, de toute façon, j'ai rien à voler et tout. Bon, mais expliquez-moi comment ils ont fait. Alors, il m'explique les eaux, le robinet, pendant que, voilà. Et bon, j'ai dit, mais vous êtes sûr? Vous n'avez pas une chose qui vous tient le plus à cœur? Et là, d'un seul coup, ah, oui, vous avez raison. Il se lève, il va dans la chambre, il reste 30 secondes, il revient avec une petite boîte en bois. D'accord. Petite boîte en bois, simple. Avec un petit... au-dessus, c'est gravé, je ne sais plus si c'est un motif de fleurs, hein, dessus. Et donc, je ne comprends pas parce que cette boîte n'a aucune valeur, hein, rien du tout. Et donc, il la pose devant moi, et il me voit, il voit que je ne comprends rien du tout, et il la pose devant moi, il dit, oui, je vais vous expliquer. Et là, il lève sa manche comme ça, et il me montre un numéro tatoué sur son bras, sur son avant-bras, et il dit, voilà, moi j'ai été déporté à Auschwitz-Birkenau, et là-bas, avec mes copains, quand j'étais jeune, j'étais menuisier de formation avant d'être là-bas, et cette boîte-là, j'en faisais plein, parce que c'est comme ça qu'on pouvait manger. Je faisais une boîte et je l'échangeais contre une boule de pain. Et c'est comme ça qu'avec mes copains, on s'en est sortis. Et celle-là, c'est la dernière que j'ai ramenée, que j'ai fabriquée là-bas, que j'ai ramenée avec moi quand ils ont été libérés, quoi. Et là, alors là, j'ai pris un... Vous voyez, parce que vous me demandiez sur une scène de crime, moi, celle que j'ai vue, j'en ai vu des pas jolies, mais lui, là, pour le coup, il en a vu des scènes de crime autour de lui bien pires que moi, hein, à cette époque-là, quoi. Donc, et là, j'ai pris une leçon d'humanité, en fait, quoi. Moi qui n'avais pas envie de me déplacer sur cette affaire, parce qu'il était tard et je devais rentrer chez moi et tout ça, là, quand je suis rentré, je peux vous dire que j'avais été remis à ma place, et puis voilà, quoi. Et, voyez, donc en fait, on peut rencontrer des gens, on peut être mis face à des situations bien plus exceptionnelles que celles qu'on a vécues, nous, à un moment ou à un autre. Hein. Ouais. Et donc, il ne faut jamais, quand on a les gens en face de soi, il ne faut jamais poser des verdicts comme ça ou des suppositions ou penser que telle personne est comme ci ou telle personne est comme ça. On peut avoir de très, très grosses surprises des fois, quoi. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des erreurs judiciaires ou des identifications erronées? Des identifications erronées, non, parce que quand on n'est pas sûr, surtout en matière d'empreinte digitale, moi c'était ma spécialité, quand on n'est pas sûr de l'identification alors qu'on pense que ça peut être ça, eh ben on ne le dit pas, quoi. On ne dit surtout pas aux enquêteurs qui sont chargés de l'affaire. Ah ben oui, je suis certain que c'est ça, mais sauf que je ne peux pas le prouver. Si on ne peut pas le prouver, on ne le dit pas. Pour prouver, nous, sur les empreintes digitales, il faut qu'on ait 12 points similaires, hein, d'un dessin par rapport à un dessin. Un dessin qu'on va retrouver sur une scène de crime, une empreinte posée sur un objet, et une personne qu'on va soupçonner ou qu'on va retrouver dans le fichier. Il faut qu'on ait 12 points exactement aux mêmes endroits pour prouver que c'est la même trace, c'est la même empreinte, et pouvoir accuser la personne, hein, ou la mettre en cause, quoi, du moins. D'accord. Voilà. Mais si on est sûr, on le dit. Si on n'est pas sûr, on ne le dit pas. Donc, comme ça, on évite tous les problèmes. Parce que la problématique de la fausse identification, c'est un vrai cauchemar. Hein. Après, comment expliquer ça aux magistrats, aux familles, etc. Donc, voilà. Parce que accuser quelqu'un à tort, après, hein, il vaut mieux... comme on dit souvent, un coupable en liberté qu'un innocent en prison, hein, aussi. Hein. Comment vous gérez votre métier et votre vie privée? Alors, il faut essayer d'être bien dans ses baskets, bien dans sa tête, pas tout mélanger, pas mélanger les deux, et pouvoir exercer ses passions, ses plaisirs, ses bonheurs, ses rencontres, en même temps que sa vie professionnelle. Hein. Voilà. Et ne pas attendre d'être en retraite pour pouvoir faire les choses. Hein. J'entendais toujours « Ah ben non, mais ça, je ne le fais pas maintenant parce que j'attendrai quand je serai plus vieux, quand je serai en retraite. » Non. Si on peut faire quelque chose, c'est un conseil que je donne aux jeunes, hein, c'est que
Faites les deux en même temps. Travaillez, ayez votre vie professionnelle, mais n'oubliez pas vos amis, votre famille, vos sorties, votre sport, vos cultures, vos loisirs, tout ce que vous voulez, vos voyages, faites-les en même temps. Vous avez largement de quoi vous organiser, pouvoir les faire. On a tout le temps possibilité de faire les choses si on a envie de les faire, quoi. Ne pas attendre demain, après-demain, dans 2 ans ou dans 15 ans. Ça, c'est trop aléatoire à mon avis. Et puis la vie est tellement fragile que tout peut se dérégler dès demain matin et vous n'aurez plus le temps de rien faire alors que vous aviez le temps de le faire avant, quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc gérer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, faites tout en même temps et ne mélangez pas forcément tout aussi. Gardez des distances l'une par rapport à l'autre, quoi. Voilà. Comment vous gérez sur le plan psychologique? Alors, sur le plan psychologique, enfin moi, il me semble que durant tout ce temps, ça s'est pas mal passé. J'ai eu des difficultés parce que j'ai absorbé et vu des choses difficiles, mais après, j'en ai pas gardé de séquelles ou de traumatismes particuliers. Mais je vous parlais tout à l'heure des psychologues qu'on rencontre. C'est-à-dire que maintenant, il y a plusieurs psychologues à la préfecture de police de Paris, mais partout sur le territoire aussi. Et ces gens-là, on peut les rencontrer sur notre demande parce qu'on a des difficultés dans notre métier ou dans notre vie personnelle, donc elles peuvent nous aider. Ou alors, sur des catastrophes sur lesquelles on est impliqué. Alors là, on ne nous demande pas notre avis, on nous y envoie systématiquement pour avoir une espèce de débriefing avec elles, quoi, et puis d'analyse un peu avec ces psychologues. Et là, elles sont très utiles parce qu'elles vont nous aider, voilà, en nous expliquant ce qui s'est passé et ce qu'on n'aurait pas compris. Donc, vous venez de dire que vous n'avez pas forcément gardé des séquelles de votre métier. J'ai gardé des souvenirs, mais j'espère pas de séquelles. Il n'y a rien qui m'a empêché de dormir. Je n'ai pas eu de crise dépressive ou d'insomnie ou des choses comme ça, sauf quand on est au cœur de l'action, les attentats parisiens, où là, effectivement, on ne dort pas beaucoup, mais c'est parce qu'on passe beaucoup de temps au travail et on n'a que quelques heures pour nous. Mais, et quand on ne dort pas, c'est parce qu'on cogite, mais c'est parce que il y a la pression du moment, en fait, et de l'action, quoi, qui fait qu'on est focus tout le temps. Mais après, il faut savoir se retirer de ça et il faut toujours savoir clôturer une mission, quoi. Non, c'est une mission de police, il faut savoir clôturer une mission. Il faut savoir aussi clôturer les contacts qu'on a eus avec les victimes ou les familles. Il faut clôturer avec beaucoup de choses, quoi. Sauf avec ses collègues et puis avec son environnement proche, où là, on peut continuer à vivre normalement. Quel est l'aspect le plus méconnu de votre métier? L'aspect le plus méconnu, c'est celui qui va arriver demain. Et demain, dans notre métier, en fait, ce sont des métiers qui sont liés à la science, à la technologie et à l'avancée qui se passe au quotidien et dans le futur. Tout ce qu'on fait jusqu'actuellement, c'est très connu. Depuis les années 2000, hein, les séries télévision, les visuels, etc., les experts, tous les bouquins qui ont été écrits sur la police technique et scientifique, on connaît tout de nos techniques. Celles qui sont en train de se développer et qui vont arriver, c'est par exemple l'intelligence artificielle qui va arriver, qui commence déjà à entrer en ligne de compte dans les analyses d'affaires en police, hein, aussi. Donc, et c'est tout ce qui arrivera par la suite. Et là, ça galope, ça va très vite. Moi, en 30 ans de carrière, hein, entre les premiers ordinateurs que j'ai vus arriver dans les services de police, c'était des gros écrans noirs où ça s'affichait en vert, hein, où on voyait les lettres en vert avec des grosses disquettes grosses comme ça. Et maintenant, où chacun, chez soi, a son ordinateur perso, son téléphone, qui est aussi un vrai ordinateur et tout, ça a été très, très vite. Et je suppose que ça ne va pas s'arrêter là, quoi. Donc, les aspects méconnus, c'est ceux qui vont arriver demain matin, quoi. Et pour les jeunes, je dis ça pour les jeunes, pas pour des petits vieux comme moi ou pour voilà, ceux qui vont passer leur tour, mais pour les jeunes, ceux qui seraient intéressés pour intégrer ces métiers-là, ou voilà,
qu'ils s'intéressent à l'actualité. Mais bon, tous les jeunes s'intéressent à la nouvelle technologie, on le sait bien. Qu'ils s'y intéressent, mais qu'ils ne se laissent pas absorber non plus par ces techniques-là, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas enfermer, quoi, qu'ils restent acteurs de leur vie, hein, que ce soit eux qui maîtrisent les outils et pas se laisser maîtriser par eux, quoi. Pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre? En plus, c'est votre deuxième. Alors, oui, voilà, le premier, c'était plutôt un livre que j'avais coécrit avec une de mes collègues, Perrine Roger-Thubert, et le premier, c'était plutôt un livre historique avec des affaires historiques qui avaient eu lieu, et on expliquait, qui était basé sur des armes du crime qu'on peut voir dans différents musées ou dans différentes collections. On avait ressorti toutes ces affaires-là sous forme de petites nouvelles de 4-5 pages, et on disait à la fin de chacune de ces histoires-là comment aujourd'hui la police technique et scientifique contemporaine résoudrait cette affaire ancienne. Celui-là, c'est plutôt sur les affaires dont on vient de parler. C'est un peu plus personnel. C'est un peu plus personnel, voilà, c'est plus personnel. Et puis sur les affaires que tout le monde a connues aussi, là, et contemporaines. Mais pourquoi j'ai voulu le faire ? Pas vraiment pour moi, parce que moi je les ai vécus ces moments-là, donc j'ai pas besoin de les avoir couchés sur du papier, mais c'est en forme de transmission d'expérience aussi pour les jeunes. Moi j'ai beaucoup fait de formation pendant ma carrière, hein. Depuis le début, j'ai toujours formé des jeunes, des nouveaux, et puis des nouveaux arrivants dans ces métiers-là, et je leur disais toujours que tout était possible, qu'il suffit de vouloir, de s'engager et de faire les choses, quoi, hein, tout est possible. D'ailleurs, moi, je viens d'un milieu, j'ai été élevé, comme je vous disais, dans une ferme où il n'y avait pas de livres, forcément, il n'y avait pas ça. Et je ne connais personne de ma famille qui a écrit des livres. Et voilà, donc je viens d'un monde où ça fait partie des ovnis, quoi, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que ça prouve à tel point que tout est possible à tout un chacun, à partir du moment où on ose, où on essaye, où on propose et où on partage, hein. Donc voilà, c'est pour un partage, pour le grand public, mais pour les jeunes aussi qui voudraient intégrer ces métiers-là pour savoir un peu comment ça se passe. Un mot pour les familles des victimes aujourd'hui? Alors, je pense toujours à elles, en fait, si vous voulez. Donc, parce que souvent on me dit, oh là là, mais comment vous avez pu faire ça, comment c'est possible de voir tout ça, etc. Premièrement, nous, on n'est jamais victime de rien. Les secours, les policiers, les gendarmes qui interviennent dans l'identification des victimes ou sur des scènes de crime, on n'est pas victime. On voit des choses difficilement, psychologiquement difficiles, etc., difficiles à traiter, certes, mais ce n'est pas nous les victimes. Les premières victimes, ce sont ceux qui sont morts, premièrement. Ensuite, il y a d'autres victimes, ceux qui sont blessés dans ces faits-là et qui s'en sont sortis, et eux vivront en permanence leur cauchemar. Et après, il y a leur entourage, les familles, évidemment, qui sont impactées, et indirectement, mais vu qu'ils font partie intrinsèque de la famille et puis de l'univers des victimes, ils sont impactés, et eux aussi revivent des anniversaires et des moments qui leur sont pénibles. Donc, en fait, voilà quoi. Eux, on pense à eux. Moi, je pense toujours, effectivement, mais en priorité aux victimes, aux blessés et aux familles, c'est sûr. Ils font partie d'un tout, et il faut qu'ils continuent malgré tout leur aventure et leur vie du mieux qu'ils peuvent, et c'est sûrement très très difficile pour eux. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire ou un message à faire passer? Non, moi je veux juste dire que la vie est belle, la vie est fragile, fugace, et qu'il faut la vivre maintenant et pleinement. Ne pas attendre demain, et ne pas avoir de regrets sur ce qui s'est passé hier aussi, hein. Donc,
vivre au contact de la mort, c'est pas vivre. Mm. Voilà. La mort, c'est une chose, mais la mort, il faut que ça reste quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie de rencontrer encore, quoi. Et tant qu'on est là, ceux qui le peuvent et ceux qui en ont vraiment la force et l'envie, voilà, c'est ce que je veux leur dire. Vivez maintenant. Mm. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous. C'était un plaisir d'avoir discuté avec vous. Merci. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et retrouvez prochainement d'autres interviews sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Vous pouvez également retrouver le livre de Gilles Rex aux éditions Mareuil, Parmi les morts.